Ce qui est bien dans ce groupe de travail, c'est que on n'a pas demandé forcément que aux infirmiers ou que aux aides-soignants. Tout le monde est invité à ce groupe de travail. Il faut bien avoir à l'esprit que la chute chez la personne âgée n'est pas liée à un seul élément, mais une accumulation de petits facteurs. Disons qu'il y a la salle de bain, par exemple, il y aurait des petites modifs à faire quand même. Typiquement, lorsqu'on parle d'articulation entre la qualité des soins et la santé-sécurité, l'idée c'était aussi de prendre en compte pour le patient ce qui est important, et c'est potentiellement l'accueil des familles. Le projet de rénovation des unités d'hospitalisation complète des unités de la psychiatrie de la personne âgée est parti du constat que nos unités étaient peut-être pas suffisamment adaptées aux spécificités du public qu'on recevait, c'est-à-dire des personnes âgées. Pour des raisons historiques, il y a eu un retard sur l'investissement des locaux hospitaliers qui était conçu comme on concevait un service de psychiatrie à 35 ou 40 ans. Par exemple, les locaux d'hospitalisation sont moins bien aménagés qu'une maison de retraite très standard. Donc l'idée c'était d'avoir une amélioration ergonomique des espaces de soins, à la fois pour améliorer les soins et les conditions d'accueil des patients, mais aussi pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des soignants. Donc on a constitué des groupes de travail pour construire un cahier des charges. Ouais, donc ce qui est bien dans ce groupe de travail, c'est que on n'a pas demandé forcément que aux infirmiers ou que aux aides-soignants. Tout le monde est invité à ce groupe de travail, donc tant les agents d'entretien, les ASH, qu'on a tendance à oublier, mais qui ont vraiment un rôle important dans l'hospitalisation des patients au sein de l'unité, qui repèrent plein de choses qui sont d'une grande aide, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, les assistantes sociales. Ça a été très intéressant d'intervenir sur ce pôle-là, parce qu'on a eu des professionnels qui étaient engagés, qui ont fait des propositions d'amélioration avant même qu'on les mobilise. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place au sein du pôle. L'image du lève malade, c'est indiscutablement parce qu'on n'a pas le choix. C'est vrai que vous vous adaptez aussi bien matériellement en utilisant les moyens que vous avez matériels, mais vous vous adaptez physiquement aussi. Quand vous avez des fois un patient à soulever, effectivement. Bien sûr. Donc c'est vrai que votre adaptation, finalement, elle est permanente. Du coup, le projet, c'était aussi de valoriser le travail des équipes, leur investissement, leur engagement, l'intérêt qu'ils ont à améliorer le soin pour les patients. Et je vois bien que la façon dont le pôle PsyPA a mobilisé ses équipes et son environnement, elle rentre complètement dans cette idée de redonner une partie du pouvoir d'agir, de la capacité d'action à ceux qui sont à l'origine même de l'activité du quotidien. Tout le monde va utiliser cet espace. S'il n'y a qu'un seul qui donne un avis, souvent c'est pas celui qui va utiliser l'espace, parce que ça va être un expert extérieur, alors que je pense que vraiment l'expert, c'est celui qui utilise tous les jours l'espace. Une des difficultés chez la personne âgée en perte d'autonomie est le risque majoré de chute. Et puis il y a également tous les risques liés à la manutention en elle-même, c'est-à-dire relever la personne. Il faut bien avoir à l'esprit que la chute chez la personne âgée n'est pas liée à un seul élément, mais une accumulation de petits facteurs qui vont conduire à un moment donné justement à l'événement, à la chute. Nos unités ont besoin d'une certaine quantité de matériel, de dispositifs, qui n'ont pas forcément d'espace de rangement dédié. Donc ces éléments d'encombrement vont gêner au niveau de la circulation des patients. La signalétique est aussi un point important. Beaucoup de nos patients ont beaucoup de mal à se repérer dans des services qui ne sont pas forcément configurés de manière très intuitive aussi, il faut le reconnaître. C'est vrai que pour avoir tourné même personnellement dans les locaux, c'est parfois difficile de s'y retrouver, surtout au début. Donc il y a un double enjeu sur cette signalétique, c'est à la fois de permettre aux patients de se retrouver dans l'unité, mais aussi de permettre aux remplaçants tout simplement de s'y retrouver dans cette unité et de pouvoir s'orienter facilement. Donc on a décidé de mettre en place des panneaux de signalisation comme des formes géométriques de couleurs pour qu'ils se repèrent plus facilement qu'avec un numéro par exemple. C'est des choses qui vont plus leur parler. De la même manière, la question de la luminosité est aussi importante. Les personnes âgées dans nos unités ont souvent régulièrement des problèmes du sommeil. Potentiellement du coup marcher la nuit dans un espace peu éclairé qu'est la chambre, ça risque de chute aussi.
Je trouve qu'il n'y a pas assez de... que le bouton justement électrique est un peu loin du lit, quoi. Et puis aussi l'accessibilité à la lumière pour les patients dans la chambre. La nuit, on a envie de se réveiller, d'aller aux toilettes, je ne sais quoi. Il faut qu'il y ait une lumière qui soit accessible. L'idée, ça serait surtout que dans les chambres, de manière individuelle, le patient puisse disposer d'un système de détection qui fait que quand il est amené à se lever de son lit pour un besoin quelconque, à ce moment-là, la lumière s'allume et lui permettre d'emblée d'être repéré, d'être assisté dans son déplacement. Au niveau des salles de bain, c'est des choses assez simples. Disons qu'il y a la salle de bain, par exemple, il y aurait des petites modifs à faire quand même. Des points d'appui à rajouter, voilà. Des points qui ont été remontés comme intéressants, c'est la mise en place de barres de maintien pour les douches, les barres de maintien pour se redresser aussi au niveau des toilettes. Donc là, on a vraiment ce double objectif sur ces barres-là, qui est de maintenir l'autonomie de la personne âgée, de prévenir le risque de chute, et aussi de réduire la charge biomécanique pour les professionnels. L'idée, c'est de préserver une autonomie en tenant compte des limitations. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas l'autonomie, au contraire, on la sollicite, on la promeut, mais on lui donne des moyens, en fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir améliorer et optimiser quelque chose qui est assez simple, finalement, puisque une rambarde, c'est pas un moyen ultra technologique, on est sur quelque chose d'assez pragmatique, de bon sens, mais de l'optimiser, de l'améliorer sur l'ensemble des unités. Nos services de psychiatrie de personnes âgées sont souvent dans des situations un peu particulières. On n'est pas simplement ici pour soigner un organe, mais on est effectivement dans le traitement d'un sujet. Et souvent, c'est le traitement d'un sujet qui s'accompagne aussi de la prise en compte de son environnement et de la prise en compte aussi de sa famille. Effectivement, typiquement, lorsqu'on parle d'articulation entre la qualité des soins et la santé-sécurité, l'idée c'était aussi de prendre en compte pour le patient ce qui est important, et c'est potentiellement l'accueil des familles. Donc les entretiens avec les familles, les patients, l'idée c'était de les questionner justement sur ces thématiques-là, quelles seraient leurs attentes pour revenir voir leurs proches. Les jardins étaient une porte de sortie potentiellement. Le petit jardin de l'autre côté, je trouve que il est tranquille et en même temps on entend un peu le bruit du tram, de tout ça, donc on n'est pas isolé. Il mériterait d'être un peu nettoyé, mais ça, c'est autre chose. Donc comment est-ce qu'on pourrait penser ces espaces-là à la fois comme des endroits agréables, mais aussi utiles pour favoriser la motricité et le soin? C'est vrai qu'ils sont assez bruts, ces jardins, et l'idée ce serait de réussir à mieux les exploiter avec la présence de points d'appui, des rampes, des bancs aussi pour pouvoir s'asseoir, pouvoir potentiellement accueillir des familles aussi. Ça peut permettre dans un certain sens de déstigmatiser, j'ai envie de dire, la psychiatrie de la personne âgée, de voir que potentiellement c'est des personnes qu'on pourrait connaître dans notre vie de tous les jours, qu'on peut rencontrer dans ces unités-là. La pathologie psychiatrique, très banalement, elle touche beaucoup de personnes. Elle touche nos proches, elle touche nos enfants, elle touche nos parents, elle touche nos amis. Je ne comprends pas que de nos jours, la psychiatrie soit encore traitée à part du somatique, quoi. L'homme étant une entité, je ne comprends pas qu'on fasse ce distinguo. Pour les patients, se retrouver au vinatier, c'est compliqué. Parce que d'un œil extérieur, être au vinatier, c'est être fou. Et donc, le risque en cas de stigmatisation, c'est que si un membre de notre famille ou si nous-mêmes sommes touchés par un trouble psychiatrique, cela risque de ralentir le recours aux soins par crainte, justement, d'aller dans un univers qui fait peur et qu'on comprend mal. Donc la déstigmatisation, moi, je pense qu'elle passe à la fois par de l'information, effectivement, qu'est-ce que la pathologie psychiatrique ? Comment ça se soigne, comment ça se dépiste, comment on accède aux lignes de soins, parce que ça permettrait à des personnes peut-être qui souffrent de pathologie psychiatrique d'être moins réticentes à accéder aux soins, d'avoir moins peur de ce regard qui peut être honteux ou humiliant. Voilà, la pathologie psychiatrique, c'est une maladie, et comme toute maladie, elle a droit à ses soins, et elle a droit à être accompagnée, et elle a droit à être revalorisée. Sur un certain point, il y aura un financement qui est de l'investissement hospitalier, parce que l'hôpital et l'État investissent, et c'est normal. Très concrètement, par exemple, sur l'ambiance thermique, ça fait partie des besoins d'investissement que nous devons faire pour nos patients.
Et puis, le souci, c'est que l'investissement ne pourra pas couvrir toutes les dépenses. Et je pense que pour certains points, on aura besoin de faire un appel aux dons ou au mécénat pour aider à améliorer de façon peut-être plus rapide ou plus ample le projet. L'hôpital public, hors les CHU, l'hôpital psychiatrique monodisciplinaire en particulier, se sont peu posé jusque-là la question du recours au mécénat, de l'appel aux donateurs, de l'appel aux fondations. Donc, le deuxième aspect précurseur et novateur, c'est de se dire allons chercher des financements pour permettre la réalisation d'une partie de cette opération, puisqu'on sait que le cahier des charges, il y a toute une série de petites choses qu'on a pris l'habitude d'appeler investissement du quotidien. Et là, finalement, on arrive à améliorer des choses concrètement que les gens sentent, touchent et dont ils bénéficient au jour le jour, et de le faire finalement assez simplement et assez rapidement, certes à l'échelle du temps hospitalier et des marchés publics, mais un temps qui reste quand même relativement court. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est justement qu'il est inspirant en termes de capacité de partir du terrain, de petites choses qui peuvent faire des grandes rivières au fur et à mesure, et surtout qui peuvent inspirer d'autres démarches, à la fois pour d'autres personnes qui auraient envie de soutenir un tel projet ou d'autres, et en même temps des gens dans l'hôpital qui pourraient générer d'autres projets à partir de la base. Donc je trouve que c'est très très inspirant, et en tout cas c'est, je pense, comme ça qu'aujourd'hui les choses se font, et elles se feront de plus en plus comme ça. Loin des contraintes budgétaires, loin des décisions des comités d'investissement qui sont toujours pour des gros budgets qui sont nécessaires mais qui peuvent avoir un côté un peu sclérosant.